Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Je préfère vous dire merci maintenant parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Comme il disait mon copain Kawito, il vaut mieux un oiseau dans la main que deux qui volent en l'air. Enfin bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et merci. Tout commencement a un début. Et réciproquement, c'est le contraire. Voilà une pensée forte que je vous avais réservée pour cet après-midi. Mesdames et messieurs, je vais commencer par vous révéler un scoop. Je ne l'ai jamais dit auparavant. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un scoop. Alors, je vous l'annonce ici et maintenant, je suis pied noir. Et en plus, je suis né à Alger. Certaines mauvaises langues ont fait courir le bruit que j'ai été né en Suède. D'autres ont dit en Norvège. Certains autres plus audacieux ou malveillants ont dit au Danemark. Il y en a plus généralistes, ils ont dit en Scandinavie. Je ne savais même pas qu'elle existait, celle-là. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'une rumeur ne tient pas debout que ça l'empêche de courir. Alors, je rétablis la vérité. Je suis pied noir et je vais plus loin. Ça fait 76 ans que je suis babel-ouédien, c'est-à-dire natif de Bab-el-Oued. Mais, comme beaucoup d'entre vous, j'ai quitté Alger en 62. Mais Bab-el-Oued, lui, ne m'a jamais quitté. J'ai parfois payé cher cette identité, surtout lorsque on a dû regagner, après le rapatriement, la patrie, justement, qui n'a pas toujours été une mère pour nous. Mais voyez comme le hasard me sert. Nous sommes très peu de par le monde à pouvoir jouer sur les mots qui désignent le lieu de notre naissance. Moi, je peux. Je m'explique. Je suis né à Bab-el-Oued, c'est-à-dire à la lettre, étymologiquement, la porte de l'Oued, la porte de la rivière. Et je peux dire aussi, au propre comme au figuré, que c'est à cette rivière, à cette Oued, que j'étanche ma soif. Je n'ai jamais eu à retrouver mes racines, comme on dit quand on parle des minorités visibles et non visibles, des différences, de la diversité. Mes racines, je les connais. Où que je suis, je sais d'où je viens. Et pour employer une expression un peu pompeuse et à la mode, je n'ai jamais eu à me ressourcer. La source, je m'abreuve, je la connais. Cependant, attention, quand je vous dis que je suis pied noir, je n'y mets aucune ostentation. Non, je n'annonce pas mon origine comme un signe de supériorité de quelque sorte, que ce soit ma pied noiritude, comme dirait Ségolène Royal après la bravitude. La pied noiritude ne me donne aucun privilège, aucun avantage, ni prédominance sur qui que ce soit. À la rigueur, je peux dire qu'en tant qu'Algérois, je suis peut-être plus intelligent qu'un Oranais. Plus subtil qu'un Constantinois. Mais tout ça, je ne le dis jamais. Chacun est ce qu'il est. Je suis né pied noir, comme Victor Hugo est né à Besançon, comme Balzac est né à Tours, comme Molière est né à Paris, comme Einstein est né à Ulm. Voilà, tout cela, on est tous égaux. Tout cela, ils sont tous égaux à moi. C'est dans cet esprit de simplicité et d'humilité que je vois les choses. La seule supériorité que j'ai sur Victor Hugo, par exemple, c'est que moi, je connais Besançon, mais lui, il ne connaît pas Bab-el-Oued. Ouais. Toutes ces considérations m'ont paru utiles et nécessaires, car je vais vous parler de Bab-el-Oued, mon quartier. J'allais dire mon territoire. C'est une difficile entreprise, car chacun voit son quartier avec ses mots, ses élans, sa nostalgie propre, sa mélancolie, ses repères, tout ce qu'il est avec sa personnalité. Ce quartier, je l'ai connu avant le 23 mars 62 et après le 23 mars 62. Pourquoi le 23 mars? Parce qu'il m'apparaît que c'est une date charnière. Mais en l'occurrence, je crois que je ne vous apprends rien. Comment vous décrire Bab-el-Oued?
Ya Rabbi al-Hanin. Alors, mesdemoiselles et messieurs, je vais me lancer dans une litanie de poncifs et de lieux communs, de clichés, auprès desquels les lapalissades sont des bijoux d'originalité. En plus, je serai subjectif, partial, de parti pris. Chacun son Bab el-Oued, comme chacun son type d'homme ou de femme. Chacun ses goûts. On ne peut pas discuter des goûts et des couleurs. Pour moi, Bab el-Oued, c'était la vie. C'était un monde à lui tout seul. Du point de vue de la météorologie, il y avait 2 saisons à Bab el-Oued. Il y avait un hiver tiède et un été brûlant. La Méditerranée lui faisait l'honneur de venir mourir à ses pieds et de recommencer à vivre sur le boulevard Front de Mer, de Padovani et Prado-Plage, du quartier Nelson, jusqu'au stade de la Consolation, au stade Marcel Cerdan, où nous pouvions, en poussant un peu plus, contempler le rocher des 2 chameaux et faire quelques oursins là-bas pour les manger. Évidemment, la mer et le soleil habitaient Bab el-Oued, comme le froid habite la Sibérie. La mer et le soleil sont les 2 premiers habitants de Bab el-Oued. C'est aussi de la mer et du soleil que je tiens plus ou moins mon atavisme, en dehors de mes parents. Bab el-Oued avait ses places, ses monuments et ses repères. De mon balcon, qui plongeait sur l'avenue de la Bouzaréa, la rue Franklin, je voyais les 3 horloges qui n'ont jamais donné l'heure, à ma connaissance, mais qui servaient de lieu de rendez-vous. On se disait, bon, on se voit à telle heure. L'autre, il disait, où, Ahmar, aux 3 horloges, qu'est-ce que tu veux de mieux? Mais c'est vrai, dans le désordre des souvenirs qui investissent pêle-mêle ma mémoire, je revois la Basseta, quartier cher à Cagayous, de Gabriel Robinet. Quand je montais à la Basseta, je ne me lassais pas de contempler le lavoir. Certes, ce n'était pas l'Arc de Triomphe ou les collines de Buren, mais je lui accordais l'importance d'un haut lieu, sanctuaire d'une laverie antique. J'ai vu quelques femmes, le battoir à la main, jacassant et cancanant, frappant le linge, le tremper dans le bassin, le rincer et le placer dans la corbeille. Ça, je ne le verrai plus. Je ne le verrai plus. C'est peut-être des détails qui vous paraissent bébêtes et ridicules, mais moi, c'est cher à mon cœur. Je me souviens de la place de Lièvre et de son kiosque, de l'église Saint-Joseph au Régnier-l'Abbé Castéra. Je me souviens du magasin Tuduri, avec son comptoir de bocaux multicolores et de bonbons divers et variés, qui nous semblent être la caverne d'Ali Baba des douceurs. Bab el-Oued avait ses Champs-Élysées, c'était l'avenue de la Bouzaréa. Voie royale du faubourg, qui partait du marché de Bab el-Oued pour finir à l'avenue de la Marne, le tramway s'y pavanait avec sa perche électrique. Sur l'avenue de la Bouzaréa, j'avais mon quartier général. C'était la grande brasserie des Soliveres père et fils. C'est à la grande brasserie que j'ai fait la connaissance de Kawito. Je ne peux pas évoquer Bab el-Oued, je ne peux pas, c'est impossible, sans vous parler de Kawito. C'est une condition impérative et sine qua non. Parce que Kawito, je le regrette beaucoup, je le regrette énormément. Je le regrette énormément. D'abord parce qu'il ne m'a pas rendu l'argent qu'il me devait. Bon, mais enfin, ça c'est l'argent, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Personnellement, je préfère quand ça rentre. J'ai l'impression qu'on le sent mieux. Je le regrette aussi parce que c'est tout une partie de ma jeunesse qu'il incarne dans mon parcours. Un jour, je rentre à la grande brasserie, comme ça, pour demander des nouvelles, et je vois autour d'une table 4 types qui jouaient aux cartes dans une ambiance de monastère, dans un silence de bénédictin. Des pieds noirs qui jouent aux cartes sans ameuter les immeubles voisins. Ça, c'est plus que paranormal, extraordinaire, d'un autre monde. C'est sidéral, c'était tout sauf normal. Il y avait Kawito, il y avait Pastafagoul, il y avait Fartas le Chauve, et un 4e joueur qui était Borgne. On n'avait jamais vu avant ce Borgne-là, à la Grande Brasserie, on n'avait jamais vu ce Borgne. Bon, je demande, la partie se déroule dans une ambiance où si tu glisses, tu tombes. Attention. Je demande à un copain, mais qu'est-ce qu'il joue là? Qu'est-ce qu'il joue? Ils jouent des lingots, ils jouent des maisons, ils jouent leur père, ils jouent leur mère. Il me dit non, pire que ça. Ils jouent un demi-panaché pour 4. Putain, je dis, alors là, ça va saigner. Bon, la partie se déroule dans cette atmosphère de silence de cathédrale, et tout d'un coup, je vois Kawito fou de colère, qui se lève et qui dit, messieurs, parmi nous, il y en a un qui triche avec effronterie. Je ne dirai pas lequel, mais s'il continue, je lui crèverai l'autre œil. Voilà. Voilà comment j'ai connu Kawito, et nous avons sympathisé, et nous sommes devenus amis.
Ah ben, je vous ai dit que j'habitais la rue Franklin, une rue perpendiculaire à l'avenue de la Bouzarea, à un lancer de pierre des Trois Horloges. De mon balcon, je voyais les Trois Horloges. À la rue Franklin se trouvait l'armée du Salut. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette rue ou qui sont de Bab el-Oued, parce que je vois beaucoup de Nordiques. Bon, cette armée du Salut, là, ils avaient une petite salle, et des fois, ils organisaient des petites réunions pour prêcher, pour convertir, quoi. Et pour rendre ces réunions plus agréables, plus attractives, ils organisaient des petits goûters bien modestes, hein, attention. Il y avait de la limonade, Haboud Boualem. Il y avait des cruches, il y avait des gâteaux, du sélecto, des petits beurres et du café Nizière. Il y a de l'allée, ah ouais. Celui-là, je l'ai sorti du congélateur. Et tous les copains qu'il y avait là-bas, il y avait Kawito, Pastafagoul, Medjouni, Mustapha, Rachid, Boconfuso, Bombaleuil, Lopez, Ramirez, Sintès, Rodriguez, Martinez, Hernandez, Gomez, le fils au marchand de merguez. Tout cela, quand ils n'avaient rien à faire, c'est-à-dire assez souvent, on peut même dire tous les jours, ils allaient là-bas pour boire un petit coup à l'œil, c'est-à-dire 2 coups, quoi, un coup pour chaque œil. Bon. Et la coutume voulait qu'un salutiste monte sur une estrade pour nous tenir un discours sur le bien, sur le mal, sur le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Nouveau... Et Kawito, il me dit, mais jamais il parle du testament de mon oncle, pour savoir s'il me laisse quelque chose, ce radin, c'est un moudjalab, tu là, bon. Et ce jour-là, voilà qu'un salutiste, il monte sur l'estrade pour nous sermonner. Il dit, mes bien chers frères, écoutez-moi bien. On commence par voler un œuf et on finit au bagne. Kawito me dit, putain, je mange plus d'œufs, c'est terminé. Et l'autre, il continue. On se laisse aller à une toute petite tentation et on devient un débauché. Tenez, par exemple, il vous suffira de fumer un tout petit cigare. Et à cause de ce petit cigare, je vois s'abattre sur vous toutes les catastrophes. D'abord, la paresse, le laisser aller, le farniente, et puis une chose, une autre, les fausses joies de la vie matérielle, l'alcool, l'ivresse, les plaisirs de la table, etc. Et puis une chose, une autre, vous vous laisserez entraîner par la première femme nue qui va se présenter devant vous, avec une nuisette transparente qui descend jusque-là, et même des fois au lieu de descendre, elle monte jusque-là. Ensuite, ce sera la deuxième femme nue avec des porte-jartelles et des bas sans couture, parce que les collants, c'est dégueulasse. Et puis, ce sera la troisième femme nue avec une guêpière noire et un soutien-gorge en dentelle noire, ajourée, Barbara ou Anderbrass, qu'avec 2 os plats, on arrive à faire des airbags. Et certainement, pour finir, dans toute son horreur, les perversions subtiles et démoniaques du libertinage avec ces femmes dévergondées, les vilaines, qui vont vous entraîner dans une bacchanale dégradante de jouissance au paroxystique. Et l'autre, Kawito se lève et dit, s'il vous plaît, ce petit cigare, là, on sait qu'on peut le trouver. Des aventures avec Kawito, je peux vous en raconter 10, 100, 1000, 2000, 3000, 4000, ça dépend de l'argent. Je me souviens qu'un jour, à la place des Trois Horloges, Baptiste Le Guitch, il tombe sur Kawito et il lui dit, dis-moi Kawito, est-ce que tu peux garder un secret? Kawito lui dit, moi? Mais moi je suis un tombeau, un tombeau. Baptiste, il est rassuré, il lui dit, bon alors dans ces conditions, prête-moi 500 francs. Et Kawito lui dit, alors je vais te dire, c'est comme si j'avais rien entendu. Une autre fois, en sortant du cinéma Le Marignan, avenue du Rondeau, je sortais avec Kawito, et Pastafagoul se dirige vers lui et lui dit, dis-moi Kawito, le perroquet que tu m'as vendu, il devait vivre 10 ans, d'après toi. Kawito dit, oui, absolument. Alors explique-moi, tu me l'as vendu il y a 1 semaine et il est mort hier. Alors, il dit, c'est qu'il a eu ses 10 ans hier. Bon, je pourrais vous en... Bon, laissons pour le moment Kawito vivre sa vie et revenons à Bab el-Oued. À Paris, il y a les Parisiens. À Bab el-Oued, il y a les Bab el-Ouediens. C'était qui ces Bab el-Ouediens? C'était qui? On était qui? C'était un mélange de races, d'ethnies, de nationalités, de religions, de statut social, de mœurs et d'usages, d'us et coutumes, d'opinions politiques. C'était un melting pot de Français de France,
d'Espagnols, de Juifs, d'Arabes, d'Italiens, de Maltais, de Kabyles, que sais-je encore. Chaque communauté, avec ses apports et sa culture, avait réussi à façonner un quartier à nul autre pareil. Les Italiens, par exemple, ils nous avaient donné, entre autres, 2 ou 3 glaciers de grande qualité, comme Arcangeli, avenue de la Bouzaria prolongée, à l'enseigne de Roma Glace, et Di Meglio, avenue de la Bouzaria, à côté du jouxtant le Bar Palace, il y avait également ce glacier. Et Grosoli, l'empereur, rue Lazerge. Les 3 pouvaient vous servir tous les parfums. Et surtout, le créponné, le fameux créponné au citron vert, qu'ici on appelle sorbet à Ouadé. Non. Les Espagnols et les Mallorquins nous dispensaient leur charcuterie, leur spécialité. Les boulangers vous servaient la calentita, la mouna, les coca fondantes et craquantes. Les Arabes nous façonnaient leurs beignets comme Blanchette. Blanche qui était noire, à l'entrée du marché des 3 horloges, avec ses alabiyas, ses moukrot, ses bklawa, ses cornes de gazelle, etc. Le temps n'a pas effacé de ma mémoire les soirs de Ramadan, je dis bien les soirs de Ramadan, place du gouvernement, un peu plus loin de Bab el Oued, d'accord, où trônait la statue du duc d'Aumale, face à la grande mosquée. À propos des Arabes, je ne saurais oublier la tradition du bain mort, le fameux hammam. Je n'ai pas honte de vous dire que cela me manque. Je n'ai pas honte. Les Juifs, à l'occasion des fêtes, dispensaient aussi une gastronomie spécifique. Le couscous, bien sûr. Chaque maman à sa manière. Le couscous de ma mère étant le meilleur, n'est-ce pas? Le samedi, c'était la tafina. Pour Pâques, menu spécial. Pour Hanouka, pâtisserie spéciale. Pour Kippour, rupture de jeûne avec poulet à volonté et pois chiches et loubia, etc. Enfin, un assortiment de plats diététiques conseillé par les nutritionnistes pour les mannequins de Karl Lagerfeld ou de Lucien Lacroix. Mais c'était quoi encore Bab el Oued? C'était la tchatch, le verbe haut, sonore, péremptoire. C'était aussi et surtout un vocabulaire raffiné, un parler délicat, châtié, ressemblant à du Bossuet, parfois du Chamfort, du Voltaire, souvent du Racine, putain de Manon, sur la Bible mémoire. La faconde et l'esprit de Bab el Oued, nous l'avions fait revivre dans la famille Hernandez, mes amis et moi, dans la diversité et dans le comportement de cette communauté. Malgré la tchatch, c'était aussi le respect de la parole donnée. Sans quoi, on n'était pas un homme. Manquer de parole ou manquer à sa parole était un délit qui vous disqualifiait. On disait tape 5 et le pacte était scellé. Vous ai-je tout dit sur Bab el Oued? Bien sûr que non. Il faudrait des heures et des heures, à l'aide de petits détails, puisés dans la vie même, dans la vie de tous les jours, pour faire le portrait de ce quartier semblable aux autres et pourtant si différent. On ne saurait être exhaustif. Pourquoi vous ai-je parlé de Bab el Oued au gré de ma fantaisie, des histoires que je vous ai racontées? Cet après-midi, cette manifestation, étant ce qu'elle est, je me suis demandé si ma présence parmi vous, cet après-midi, n'allait pas vous paraître insolite. Après tout, et avant tout, je suis un homme de spectacle. Et mon but, depuis plus d'un demi-siècle, de 57 à 2010, ça fait avec la TVA 57 ans. Bon, mon but est d'essayer de vous faire rire, plus ou moins, selon les aléas de la fortune, avec le peu de talent que j'ai. On peut dire de cette soirée, de cette manifestation, qu'elle a une connotation politique, dans tous les sens du terme. Parce que parler des événements d'Algérie, c'est, qu'on le veuille ou non, parler de la politique de la France en Algérie, département français 91, quel que soit le jugement ou les opinions qu'on exprime. Dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais introduit la politique dans mes spectacles. Et depuis notre premier Olympia, fin 62, jusqu'à maintenant, le Sel Sahuké, que Dieu ait son âme, et moi, nous n'avons jamais voulu introduire la politique dans nos sketchs. Pourquoi? Les gens savaient qui j'étais et qui nous étions. On nous a traités de sales pieds noirs sur scène, dans ce même Olympia, dans le spectacle de Gilbert Bécaud. Voilà. Et Gilbert Bécaud en coulisses nous disait « Vas-y Robert, vas-y, tu parles, comme c'est facile de faire rire des gens qui vous traitent de sales pieds noirs pour y retourner dans ton pays, etc. » Bon, ça va. Mais nous avions choisi de les conquérir par le rire.
Et je peux dire sans immodestie et fanfaronnade que nous avons réussi. Cela dit, jamais, jamais de ma vie, je me suis dérobé lorsqu'on a eu la faiblesse de me demander mon opinion sur tel ou tel sujet qui concernait les événements d'Algérie. On ne l'a pas fait assez souvent, peut-être qu'on se méfiait de moi. Et pour faire bref, si je suis ici maintenant, c'est parce que Jean Pax Meffrey et Raphaël Delpar ont eu la faiblesse de me demander d'y participer. Pourquoi? Pour évoquer le blocus de Bab el-Oued du 23 mars 62. J'ai accepté volontiers. Ce qu'ils ignoraient, les pauvres chéris, c'est que j'ai vécu à Bab el-Oued cet événement dans mon appartement au 12 de la rue Franklin, au cœur de Bab el-Oued. Je souhaite que les choses soient claires. C'est un souhait, un vœu. Sur ce que j'ai à dire, sur ce blocus, on a tout à fait le droit de ne pas être de mon avis. Ce que je veux dire, en effet, c'est que pour moi, ce soir, il ne s'agit pas de revanche. Pour moi, à mon modeste niveau, il ne s'agit pas de vengeance, ni de représailles, même verbale. Et puis d'abord, ce serait une revanche sur quoi? La revanche, c'est de rendre l'appareil pour un mal qu'on a reçu. Je vais rendre l'appareil à qui? Le prince qui nous gouvernait au moment de ces événements était le général de Gaulle. Il est mort. Paix à son âme. Dieu reconnaîtra les siens. L'histoire, les historiens, et surtout le temps, notre maître à tous, établiront ou rétabliront les responsabilités. Donc pas de revanche. Il s'agit de justice pour ce que Raphaël Delpar appelle les oubliés de la guerre d'Algérie, les oubliés de l'histoire. Il s'agit donc de mémoire, même si elle saigne. Il s'agit de réhabilitation, il s'agit de remettre les pendules à l'heure, mais elles ont tellement de retard, ces pendules, que la tâche paraît presque irréalisable. Tout pour moi se résume en une seule phrase. Qui a fait quoi? Pourquoi? Comment? Qui est responsable? Pour ne pas remonter dans le temps, jusqu'au débarquement des troupes françaises en 1830. Revenons tout près, vite, près du 23 mars, début de la bataille de Bab el-Oued et du blocus. Le 19 mars 62, 4 jours avant, et 100 jours avant l'indépendance, un accord de cessez-le-feu est signé, ça vous savez, à 12 heures, avec toutes les garanties, ceci, cela, la sécurité en Algérie, enfin bref, le riz était cuit, restait à savoir comment on allait le manger. Mais l'OAS n'abdique pas. Un plan d'insurrection est mis en place par Jacques Achard et Jean-Claude Pérez. Bab el-Oued compte environ 70 000 habitants. Je vous l'ai dit quand j'ai évoqué tout à l'heure les jours heureux de Bab el-Oued. C'est un quartier très particulier, très populaire, très populeux, entouré de quartiers arabes comme la Casbah, El Quettar et le Climat de France. Tandis que les gendarmes sont harcelés à l'extérieur pour les éloigner, 150 volontaires de l'OAS ordonnent aux militaires et à la gendarmerie d'évacuer les lieux sous 48 heures. Le 23 mars, on y est, au petit matin, des jeunes gens répandent des nappes d'huile et de vidange et de l'eau savonneuse au carrefour d'accès de Bab el-Oued et dispersent des poignées de clous. À 7 heures, dans le quartier Nelson, rue Eugène Robe, à côté de la caserne Pélissier, un petit commando OAS surprend une patrouille d'appelés du 9e Zouave, c'est-à-dire la coloniale, et la désarme. C'est un coup de main réussi, sans victime, sans coup de feu. Bon, jusque-là, rien de rédhibitoirement grave, c'est-à-dire il n'y a pas de mort, c'est un coup de main réussi, sans coup de feu, sans rien. Très bien. Et puis c'est la loi du genre, si j'ose dire, dans la guérilla urbaine. Très bien. Mais, à 9 heures du matin, le 23 mars, tout bascule, tout chavire. À cause de quoi? À cause d'un putain de camion qui remonte la rue Mison un peu plus haut que chez moi, où se trouve la place du Général Verneau, le Cinéma Plaza et l'usine de cigarettes Bastos. Je suis peut-être con, naïf, débile, mais je me dis que sans ce
putain de camion, on aurait pu épargner 70 morts et environ 250 blessés, et la suite tragique qui allait se poursuivre. Donc ce camion de malheur arrive. Il est rempli de soldats européens et musulmans. Un civil lui fait signe de stopper. Le chauffeur ralentit et il avait presque arrêté son véhicule quand, obéissant à un autre réflexe de fuite, il accélère. Une quinzaine d'hommes, pistolet au poing, arrêtent le véhicule. « Donnez vos armes !» crie le chef. Alors, le drame irréparable arrive. Un soldat musulman fait claquer la culasse de son fusil. C'est un bruit lourd de menaces. La fusillade éclate de tous les côtés. L'irrémédiable, je dis bien ce qui est sans remède, s'inscrit dans l'histoire. Les soldats s'écroulent les uns sur les autres. L'officier du détachement est gravement atteint. Il succombe peu après. 3 soldats sont tués, coup sur coup. 2 autres mortellement blessés. 6 de leurs camarades sont touchés. Quand on raconte un événement, il faut le raconter loyalement, même si je suis de parti pris, comme moi. Même si ça vous est désagréable de le raconter. Plusieurs versions de cette fusillade ont été données. Est-ce que le soldat indigène a tiré? On ne sait pas. Est-ce qu'il a seulement fait claquer la culasse? On ne sait pas. Est-ce qu'il a présenté son arme de façon ambiguë et menaçante? Nul ne saura jamais. Poursuivons dans les suppositions crédibles et désagréables. Est-ce que le commando a perdu sa maîtrise? Est-ce qu'il est tout à fait innocent? On ne le saura jamais. Toujours est-il que, pour moi, je le répète de façon candide et niaise, ce camion de malheur a déclenché le blocus. La preuve, à 10 heures, à peine 1 heure plus tard, l'affaire est connue aux 3 horloges. Je suis descendu de chez moi, j'arrive aux 3 horloges, et c'était la consternation, à cause bien sûr des militaires tués et des innocents, parce qu'il y a dans toutes les guerres, c'est une lapalissade, dans toutes les guerres, il y a toujours des innocents qui payent. Et les gens sont atterrés, se doutant bien sûr des représailles. Il y a une chose qui a fonctionné merveilleusement à Hadji Bab el Oued, c'est le téléphone arabe. C'est la seule administration informelle et sans fonctionnaire qui n'a pas connu un jour de grève. Car la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, c'est le cas de le dire. Les autorités militaires et civiles en sont informées, 10h30, 11h moins quart. Aussitôt, le quartier sera bouclé et isolé du reste du monde. La bataille de Bab el Oued va commencer et le blocus s'installe. Et on va avoir des soldats français assiéger des Français dans un quartier d'une ville française. Le général de Gaulle, voilà qu'il entre en scène, envoie une lettre à son Premier ministre, Michel Debré. Il lui écrit: mon cher Premier ministre, tout doit être fait sur le champ pour briser et châtier l'action criminelle des bandes d'Alger et d'Oran. Pour cela, sachez-le, j'ai entièrement confiance dans le haut-commissaire de la République et dans les forces de l'ordre. Veuillez le dire aux intéressés, bien cordialement, Charles de Gaulle. C'est clair, net et précis. Cette lettre, c'est l'arrêt de mort de Bab el Oued et le désir d'en finir de façon la plus extrême avec l'Algérie française, personnifiée ici par Bab el Oued, dernier bastion. On peut le dire sans hésiter, sans faire des plans sur la comète. De Gaulle est obsédé par l'OAS. Il veut exterminer l'organisation séditieuse à 100 jours de l'indépendance par n'importe quel moyen. Alors il engage une opération monstrueuse en programmant le bouclage de Bab el Oued, quartier qui le nargue et qui manifeste son insoumission par n'importe quel moyen. Les tirs et les fusillades s'étendent dans le quartier. Dans une artère de Bab el Oued, les mitrailleuses lourdes de la gendarmerie tirent une rafale. Toutes les 10 secondes, les vitrines sont saccagées, les façades criblées de balles. Alors voilà que le quartier que je vous ai décrit il y a quelques minutes au début, comme joyeux, haut en couleur, bruyant, riant, criant, jouant aux cartes et aux boules, buvant l'anisette avec les kémias, les pois chiches, les bliblis, les tramousses, allant au radio-crochet. Ce quartier est composé exclusivement de petits gens, ne sachant même pas comment s'écrit le mot colonialisme. Voilà que ce quartier va devenir un ghetto. Alors en plus des gendarmes, des soldats et des chars d'Aftrac, écoutez-moi bien, l'aviation intervient. L'aviation, subhanallah.
et ouvrent le feu sur les terrasses et sur les toits. C'est la fin de l'après-midi, la fusillade redouble d'intensité à Bab el-Oued, c'est feu à volonté. Aux 3 horloges de chez moi, j'entends les rafales de mitrailleuses et des explosions de grenades, des tirs d'armes lourdes, etc. Putain, mais c'est la guerre, ma parole. Eh ouais, c'est la guerre. C'est la guerre. J'ai le sentiment que les soldats sont donnés à cœur joie. Tirer pour tirer, détruisez pour détruire. L'aviation fait intervenir 3 avions à réaction qui tirent en rase-motte pour intimider. C'est plus Bab el-Oued, c'est bien faux. À 18h, les chars interviennent avec des blindés de gendarmerie dans l'avenue d'Abou Zaria. À 19h, les événements ressemblent tellement à la guerre qu'on voit arriver des ambulances qui retirent les blessés et repartent. Avant ce jour, le couvre-feu était fixé à minuit. Désormais, dès le soir du 23, il est prescrit à 21h et il sera maintenu jusqu'à nouvel ordre. Au soir de ce premier jour de blocus, 800 personnes sont arrêtées et 165 armes et 96 grenades saisies. Mais indépendamment de cela, l'événement que moi, j'oublierai jamais est le suivant. À l'angle de la rue de l'avenue de la Bouzaria et de la rue Franklin, il y avait une boulangerie qui s'appelait la boulangerie Serralta, tenue par le couple Serralta. Et ils avaient un fils, André Serralta. André Serralta, qui se trouvait sur la terrasse de son immeuble, face à un balcon, avait été tué par un hélicoptère qui tirait sur les terrasses et les balcons. On avait appris la nouvelle au père Serralta. Le père Louis, fou de douleur, était monté sur la terrasse et je l'ai vu prendre dans ses bras son fils et d'une ou deux personnes. Madame Serralta ne s'est jamais remise de ça. J'ai appris que plus tard, ils avaient ouvert une boulangerie à Narbonne. Bab el-Oued, le quartier de la joie méditerranéenne, de la douceur de vivre, avait subi un terrible châtiment par le fer et par le feu. La puissance de feu était telle que les habitants se jetaient sous les lits, alors que leurs vitres volaient en éclats et que les balles de mitrailleuses 12-7 et les obus occasionnaient dans les murs des trous énormes. Ce que je vous dis, là, sur les dégâts, sur les violences, sur l'intensité des combats, ce n'est pas un caprice de mon esprit, ce n'est pas pour faire l'intéressant parce que vous êtes venus, les pieds noirs, que je remue les mécaniques. Non. Les photos existent, des documents existent, je n'invente rien, je minimise au contraire. Il existe des photos sur les résultats de ces attaques. Même peut-être des images filmées par le service civil, par le service des armées. De toutes parts, les blindés affluaient, vomissant des nappes de feu et de... Ils écrasaient les voitures. Ils écrasaient les voitures en stationnement. De quoi étaient coupables ces voitures? Ils montaient sur les trottoirs et éventraient les devantures. De quoi étaient coupables ces devantures? On ne le sait jamais. Derrière eux arrivaient les forces de l'ordre qui aussitôt investissaient maison après maison, se livrant à une perquisition sauvage, meubles brisés, matelas éventrés. Ils arrêtaient tout en manage de porter des armes. Des centaines d'Européens étaient ainsi arrêtés et regroupés dans des camps à Beni Messous, Ben Akloun, Maison Carrée. Il y a eu environ 4000 personnes arrêtées. Pour compléter l'isolement, on coupa les 8000 téléphones qui reliaient encore les assiégés du reste du monde, ainsi que l'électricité. Les habitants furent privés de ravitaillement et avec le couvre-feu, impossible de se procurer les premières subsistances. Les forces de l'ordre reçurent la consigne de tirer sur tout ce qui bougeait. Et comble du comble, écoutez-moi, écoutez-moi, on a interdit l'accès du quartier aux médecins qui n'ont d'ordre à recevoir de personne, sinon du serment d'Hippocrate qu'ils ont donné. À 20 heures, il est établi qu'il ne restait plus qu'une vingtaine d'hommes de l'Ouest qui menaient un combat derrière-garde pour permettre à leurs amis rescapés de prendre la fuite par les égouts. À 21h, 9h du soir, des ambulances quittèrent le ghetto avec à bord les derniers résistants. La bataille était finie. Nicolas Lofredo, le maire de Bab el-Oued, que j'ai un peu connu, a laissé un témoignage à ce sujet. Il écrit « Nous sommes intervenus auprès des autorités en faisant remarquer que des bébés étaient en train de mourir. Un officier de gendarmerie me répondit « Tant mieux, plus on crèvera, mieux ça vaudra. » Et comme nous nous demandions qu'on enlève au moins les morts, il a éclaté « Vos cadavres, mangez-les !» Mais pour autant, le calvaire des habitants européens n'était pas fini. Et les fouilles systématiques se poursuivaient avec une hargne et une animosité inqualifiables. En métropole, cependant en métropole, on ignorait ce qu'était réellement Bab el-Oued.
On ignorait que ces habitants étaient en grande majorité des ouvriers modestes, pour ne pas dire pauvres. On ignorait que 80% d'entre eux étaient communistes inscrits au Parti communiste et que, écœurés par l'attitude des communistes, ils avaient déchiré leur carte du Parti communiste français. Pendant 4 jours, Bab el Oued allait vivre un véritable cauchemar. Pendant 4 jours, il sera isolé du reste du monde. Alors, la foule algéroise se presse devant les fils de barbelés qui ceinturent le quartier de Bab el Oued et implore le service d'ordre de mettre fin au blocus. Devant le refus systématique des autorités qui tenaient à aller jusqu'au bout de leur vengeance, la solidarité pied noir s'organise en collectant des vivres pour les assiégés. Ces assiégés les hissaient à l'aide de coups fins tirés par des cordes jusqu'aux étages. Sans le savoir, le pied noir avait inventé des nouveaux montes plats. Mais bien sûr, la préfecture de police interviendra et interdira les collectes et le couvre-feu intégral sera maintenu. Le lundi 26 mars, Bab el Oued avait pris le visage tragique de Budapest, méritant le nom de Bab el Oued la martyre. Bab el Oued la martyre. Ce n'était pas excessif. Mais le blocus était toujours maintenu. Alors, des tracts firent leur apparition. Encore aujourd'hui, je me demande comment ces tracts ont pu voir le jour dans cette période de précarité où les gens vivaient de privation, et encore pas tous les jours. Et quand on demandait à Kawito comment il allait, il disait comment je vais, comme une savonnette en diminuant. Tous ces gens-là vivaient de privation. Ces tracts conviaient la population du Grand Alger à se rendre dès 15 heures, drapeau en tête, dans le but d'infléchir le traitement inhumain infligé aux 70 000 habitants de ce quartier. Cette manifestation avait trois caractéristiques. Elle était pacifique, elle était pacifique, elle était pacifique. Qui se doutait que cette manifestation du 26 mars 62 allait engendrer, donner naissance à une nouvelle tragédie sanglante, lourde de questions sans réponse, chargée d'énigmes non encore élucidées, et qui ne sauront probablement jamais, tant ce dossier, il est brûlant, il est incendiaire. Cela allait devenir, ce qu'a évoqué Jean Pax, la fusillade de la rue d'Isly. Mortel souvenir. Voilà ce que fut le blocus de Bab el Oued, lui aussi renferme des questions sans réponse. J'ai dit au commencement que pour moi, il ne s'agit pas de vengeance, en aucune manière. J'ai essayé de vous dire pourquoi. Nous ne sommes pas dans un film, dans une vendetta, qui se déroulerait en Corse ou à Palerme, avec des familles entières qui se lancent dans des assassinats réciproques de génération en génération. Il s'agit pour moi de faire en sorte, dans la mesure de mes moyens, que ces morts qui n'ont pas leur nom inscrit sur un monument ne soient pas oubliés. Je ne suis ni historien, ni mémorialiste, ni anthropologue, ni ethnologue, ni sociologue. Je n'ai pas la prétention d'analyser ou de faire la radioscopie d'une communauté qui vit dans un quartier. Je suis simplement un ex-habitant de Bab el Oued qui a marché dans les rues de ce quartier, qui a vécu 30 ans avec les habitants de ce quartier, toute origine confondue, et qui livre un regard et un témoignage parmi tant d'autres sur un événement que j'ai vécu pendant les 4 jours qu'il a duré. Ce témoignage vaut ce qu'il vaut. C'est mon point de vue. Mais il y a plusieurs façons de le voir, différentes de la mienne, et qui la valent bien. On peut considérer aussi que c'est une petite contribution, bien modeste, à l'histoire, si modeste et imparfaite soit-elle. Qui a fait quoi? Vous le savez maintenant, si tant est que vous ne le sachiez pas avant. Mais rappelez une chose, ce n'est pas une démarche inutile. Si je sais par exemple que la bataille de Marignan a lieu en 1515, c'est parce qu'on me l'a répété, Marignan 1515, Marignan 1515. Si je sais que Versailles a été construit par Louis XIV, c'est qu'on me l'a répété pour que je n'oublie pas, Versailles, Louis XIV, Versailles, Louis XIV. Si je sais que 2 x 1, 2, 2 x 2, 4, 2 x 3, 6, 2 x 9, 18, 2 x... c'est qu'on me l'a répété sans arrêt pour que je ne l'oublie pas, et que je n'oublie pas, justement. Et c'est contre l'oubli qui est une seconde mort, qu'il faut lutter. Il ne faut pas que ces morts disparaissent de la conscience collective. Combien de livres, combien de témoignages va-t-il falloir écrire sur le blocus de Bab el Oued pour savoir qui a fait quoi et, in fine, qui est responsable? Et responsable, celui qui a donné l'ordre. Il a à en répondre devant l'histoire. La responsabilité est le prix de la grandeur. Et à l'inverse, on peut dire que la grandeur vaut ce que vaut la responsabilité. Au regard de l'histoire, avec un grand H,
Ce que je veux dire, en ce qui concerne ce microscopique événement qui concerne le siège de Bab el-Oued, c'est qu'il ne pèse pas lourd au regard de... Parce que c'est pas la Commune, c'est pas la Saint-Barthélemy, c'est pas la guerre du Darfour. C'est vrai, d'accord, d'accord. Et avec le recul du temps, je peux maintenant dire, sans provoquer la négation, qu'avec ou sans le blocus de Bab el-Oued, l'Algérie allait vers l'indépendance. D'accord. Mais alors, on aurait pu éviter 70 morts et 250 blessés, les souffrances et les malheurs qui en ont suivi. Ce que recherchent les pieds noirs, attachés à la vérité de l'histoire, ce qu'ils recherchent, c'est qu'on remette les pendules à l'heure, comme on dit au café du commerce, qui n'est pas un si mauvais café que ça. Certains ne se privent pas de dénoncer les méfaits du colonialisme et de dénonciation en dénonciation, ils en arrivent à la repentance, cette repentance salvatrice et à l'aveu de culpabilité. Mais en ce qui concerne le blocus de Bab el-Oued, poussière de l'histoire, d'accord, j'en ai conscience. Qu'on écrive alors dans les manuels que le peuple de Bab el-Oued a été assiégé par des Français qui ont tiré sur des Français, alors que ces 70 morts ne seront pas oubliés. Il n'y a pas de vengeance dans l'exigence de cet aveu. Ils ne reviendront pas, mais la vérité sera rétablie. Cela ne va rien changer. Cela, amis, ça ne va rien changer au trou de la sécurité sociale, ni au bénéfice de la société générale, ni au prix de la baguette de pain dans les boulangeries. Mais cette réhabilitation fixera les choses pour la mémoire des pieds noirs. Voilà ce que j'ai voulu dire pour ma part. Je ne me fais aucune allusion sur la portée de mon intervention ce soir. Pourtant, le Talmud dit qu'un battement d'ailes de papillon à une extrémité de la planète peut avoir des conséquences à l'autre extrémité de la planète. Puisque l'histoire est écrite par les vainqueurs, d'accord, écrivons l'histoire à notre tour, et peut-être qu'à la longue, avec patience et longueur de temps, on fera rentrer un chameau par le chat d'une aiguille. Pour prendre congé de vous, je vais m'associer à un autre pied noir, M. Bisbal, pour lui emprunter ma conclusion. Quand le dernier d'entre nous partira, les mémoires partisanes se souviendront uniquement de ce qu'elles jugent nécessaire aux thèses qu'elles soutiennent et aux arguments qu'elles défendent, aux sentiments qu'elles affichent. On nous attribuera un rôle sympathique ou détestable, suivant les personnages qu'on voudra nous faire jouer. Quand le dernier d'entre nous partira, notre sentiment de vérité sur notre vie en ce bout de terre d'Afrique, où la volonté du destin conduisit nos aïeux, le chemin sera fait. Notre malheur engendré par des fracassantes et hypocrites déclarations se figera à jamais dans notre silence. Quand le dernier d'entre nous partira, ceux auprès de qui nous avons trouvé écoute, aide et compassion, et qui allèrent jusqu'au sacrifice suprême, verront ainsi pâlir puis disparaître le souvenir de leur fraternel et extrême engagement. Ce sera pour eux une injuste seconde mort. Quand le dernier d'entre nous partira, le soleil marquera le zénith, comme à son habitude. Les vagues n'arrêteront pas un seul instant de caresser le sable de la plage. Cela n'empêchera même pas la chute d'une aiguille de pin dans nos forêts méditerranéennes. Nous n'avons pas l'outrecuidance de penser que nous intéressons les dieux. Quand le dernier d'entre nous nous rejoindra, que ce soit dans la glaciale obscurité ou dans l'éblouissante et chaude clarté du paradis, nous lui ménagerons une place dans notre grand cercle, afin qu'en rassemblant tous nos souvenirs, nous puissions continuer encore et encore à vivre et à faire vivre notre Algérie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous garde.